Et là, Béranger Raymond règne conjointement avec son frère jumeau. Ok, merci Clio, mais tu sais, t'es pas obligé de retracer toute l'histoire des comtes de Barcelone depuis le XIe siècle. Hein. Ça va pas me servir pour mon voyage en Espagne, là. Hein. Son frère jumeau, Raymond Béranger. Oui, bon, c'est vrai qu'en même temps, t'es la muse de l'histoire, enfin, du moins son application. Du coup, je pense que tu vas pas pouvoir t'arrêter. Puis, il tue son frère et il finit par régner avec son neveu, Raymond Béranger. Et attends, c'était pas son père, ça ? Oui, Raymond Béranger. Enfin, comme son frère et son neveu. Cherche pas, ils ont tous le même prénom. Non mais sérieux aussi, je suis perdue moi, ils avaient vraiment aucune imagination. Hein. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Diclio. Si aujourd'hui on cherche à donner les prénoms les plus originaux aux enfants, et bien ça n'a pas toujours été le cas. Plus on retourne dans le passé et plus on retrouve toujours et sempiternellement les mêmes prénoms, comme chez les comtes de Barcelone du XIe siècle par exemple. Pourquoi ? Et surtout Clio, question cruciale, comment arrivait-il à se distinguer les uns des autres ? Oui, merci Clélia. Avant de commencer, faisons ici une mini parenthèse. Cette vidéo a été écrite avant la sortie répugnante d'un certain éditorialiste à la télévision. Alors oui, on va surtout parler du passé du territoire qui correspond à notre France actuelle, mais soyons clairs, ce n'est pas parce que le nombre de prénoms, ce qu'on appelle le stock onomastique, était réduit dans le passé qu'il faut forcément piocher dedans aujourd'hui. Penser ça, c'est juste complètement con, car ce stock a lui-même beaucoup évolué au fil des siècles. Oh, et puis ce serait dommage de s'y limiter. Genre on pourrait pas utiliser le prénom Éric, qui est d'origine germanique, et qui ne sera porté en France qu'à partir du XXe siècle. Alors l'étude des prénoms intéresse les chercheurs depuis longtemps, même si sociologues et anthropologues se penchent dessus surtout depuis les années 1970. Ils se sont heurtés à des obstacles particuliers parce que pour avoir une vue d'ensemble, il faut avoir des statistiques par année ou par région, ce qui est compliqué pour des périodes où il n'y avait pas de registre de naissance. Heureusement, on peut aussi se focaliser sur des familles, comme celle des comtes de Barcelone. Ça permet d'aller plus finement dans l'analyse. Bref, c'est à partir de ces outils que les chercheurs, les historiens, les sociologues ont pu tirer les quelques conclusions dont on vous fait part aujourd'hui. Et je vous propose qu'on attaque par le Moyen-Âge. Eh bien, figure-toi Clélia que le début du Moyen-Âge est particulier, car il brasse plusieurs populations de différentes origines sur les territoires de la France actuelle. Le modèle de la haute société romaine avec ses trois noms ne dure pas. Avec l'arrivée de peuples germaniques s'impose le port d'un seul et unique prénom. Or, le choix de ce prénom n'est pas dû au hasard et ne relève pas de la fantaisie des parents qui piochent dans le stock onomastique en pleine évolution. Oui, en effet, ce stock a tendance à se christianiser. Au début du Moyen-Âge, on utilise indifféremment les noms gréco-latins, germaniques et chrétiens. Selon Michel Vauzon, qui a étudié le Limousin, les noms germaniques dominent même largement jusqu'au XIe et XIIe siècle. C'est autour de ces siècles que se fait la transition. Les Emmerich et autres Berthe disparaissent petit à petit au profit de prénoms de saints que l'on trouve dans la Bible, ou bien au profit de prénoms importants dans la région comme par exemple Martin ou Jeanne. À la fin du XIIIe siècle, les prénoms chrétiens dominent et le nombre de prénoms possibles a largement diminué. Ainsi, au XVe siècle, 70% des hommes du Limousin portent les mêmes 5 prénoms. Mais attention, cette transition n'a pas été la même partout. C'est plus ou moins rapide selon les régions et les couches sociales. Dans l'aristocratie, les prénoms germaniques survivent plus longtemps. Notons que c'est dans ces mêmes siècles que naît le système à double nom, avec un nom de baptême et un surnom familial qui se transmet de génération en génération, même si, une fois de plus, tout ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais alors Clio, pourquoi est-ce qu'on se met à nommer ses enfants avec des prénoms chrétiens ? Alors les autorités de l'Église l'encouragent. Au XVIe siècle, le Concile de Trente demande aux curés de refuser les prénoms d'origine païenne. Mais en réalité, le changement a eu lieu avant. Il y a plusieurs raisons à cela. Certains saints sont de plus en plus populaires, par exemple. Comme les saints du XVe siècle, donc Antoine, Claude, François. Et la société s'est aussi christianisée progressivement durant tout le Moyen-Âge, et ceci explique cela. Finalement, donner un prénom de saint à son enfant, c'est le faire entrer dans une société chrétienne. Mais c'est pas la seule chose qui va guider le choix du prénom. Il permet aussi d'inscrire l'enfant dans une famille.
L'utilisation d'un même prénom indique que le lignage ne se meurt pas, c'est hautement symbolique. D'ailleurs, l'aîné porte souvent le prénom du fondateur de la lignée, cela le désigne comme l'héritier. Au-delà de ça, chaque famille a son propre stock onomastique et même dans les familles les plus modestes. Et c'est pour ça que les parents, les grands-parents et les enfants se partagent des prénoms. Et ça donne des pratiques qui nous semblent étranges, comme donner le prénom d'un aîné décédé à un cadet. Le prénom ne désigne pas un individu, mais il indique la continuité du groupe familial. Et ça, c'est quelque chose qui a entièrement disparu. Nous n'avons pas le même rapport au passé et à nos grands-parents. Pour en revenir au Moyen-Âge, sache qu'il est possible d'intégrer le stock onomastique de la famille de la mère si celle-ci est issue d'un lignage prestigieux. Le cas le plus connu, c'est l'adoption du prénom Philippe dans la famille royale française, suite à une alliance avec une princesse hongroise. Et c'est pas tout, Clio. Il arrive aussi que l'enfant porte un prénom inhabituel dans sa famille parce qu'il s'agit en réalité de celui de son parrain ou de sa marraine. Et c'est même systématique dans le sud du royaume. Sauf que le parrain ou la marraine est souvent choisi dans la famille. Il n'est pas rare que ce soit un grand-parent, un oncle ou une tante. Mais tu as raison, un exemple de la toute fin du XVe siècle est assez frappant. Anne de Montmorency est un petit garçon nommé ainsi à cause de sa marraine, la reine de France, Anne de Bretagne. C'était hyper prestigieux en fait d'avoir une telle marraine, du coup fallait le montrer à tout le monde. Et Clio, ça nous indique aussi autre chose puisqu'on pouvait sans problème donner un prénom féminin à un garçon. Oui, même si ce n'est pas fréquent, ça n'a choqué personne. Ça montre bien que les prénoms étaient moins sexués qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc si je résume, les deux raisons du choix du prénom, c'est l'inscription dans la société chrétienne et l'inscription dans le lignage. C'est bien ça. Attends, il y en a une troisième. L'appartenance locale, régionale ou sociale. En gros, il y a des sortes de modes par région. Par exemple, le prénom Yves est populaire en Bretagne, le prénom Marc est populaire à Venise. Et il y a aussi des variantes selon les langues. Jean devient John en Angleterre, Giovanni en Italie, Juan en Espagne. Même si pour les gens du Moyen-Âge, c'était sans doute les mêmes prénoms. Il est probable que l'on se faisait appeler de telle ou telle façon selon ses voyages. Enfin, il y a un autre phénomène de mode à partir du XIIe siècle, et finalement pas si éloigné de nos pratiques actuelles. On donne à ses enfants des prénoms tirés des œuvres littéraires du temps, comme Roland ou Lancelot. Alors bien sûr, ça concerne que l'aristocratie qui possède cette culture lettrée, et du coup ça leur permet de se distinguer du reste de la population. Bon alors Clio, dis-nous, quels étaient les prénoms stars du Moyen-Âge? Eh bien, ce sont Marie et Jean. Jean est d'ailleurs le prénom le plus donné en France jusqu'en 1957. Et en tout cas, on sait qu'il y avait entre 250 et 380 prénoms en circulation. Par la suite, si ce stock évolue peu, on commence à mieux contrôler les façons de se nommer. Depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, l'Église est la gardienne de l'état civil. Elle tient des registres de baptême en bonne et due forme. Cela lui permet de vérifier qu'on porte un prénom bien conforme, pas comme les protestants qui piochent dans un livre particulier de la Bible, l'Ancien Testament. On a donc chez eux des Abraham, Isaac ou Sarah, ce qui leur permet de se distinguer. En parallèle, les administrations de l'État se développent. Elles ont besoin d'avoir les noms des personnes pour les identifier clairement, et notamment pour pouvoir bien relever les impôts. Ça explique que le système nom-prénom s'impose définitivement entre le XVIIe et XVIIIe siècle, notamment avec un édit de 1667 qui impose le nom de famille. Mais ce qui est écrit dans un registre dit finalement peu de choses des usages quotidiens. Et là, il y a un brouillage qui plaît pas trop aux autorités. On voit qu'on change parfois de prénom. Je te donne deux exemples connus avec les enfants du roi Henri II. Ces deux fistons sont baptisés sous les noms d'Alexandre-Édouard et d'Hercule, en référence au goût pour l'antiquité de leurs parents. Mais lors de leur confirmation, quelques années plus tard, ils changent de prénom pour s'appeler tout bêtement Henri et François. Une pratique pourtant restreinte par la royauté depuis 1474. Un prénom peut aussi être déformé selon le contexte. On peut vous appeler Marie, Marie la fille de Jean, Marinette, Marie du bout du village, la mère Marie, Marie de tel village, etc. etc. C'est au XVIIIe siècle qu'a lieu un grand tournant. Déjà, le corpus des prénoms s'agrandit. Et on adore les prénoms multiples, comme par exemple Voltaire qui s'appelle François-Marie. Je faisais surtout référence à la Révolution et à l'année 1792. Les révolutionnaires veulent alors la fin du contrôle de l'Église. L'état civil doit désormais être pris en charge par l'État et laisser libre cours à l'imagination des parents. Pendant l'espace d'un an environ, le stock onomastique explose. On montre son enthousiasme révolutionnaire en donnant des prénoms de l'Antiquité à ses enfants ou bien des prénoms issus de la nature. À titre d'exemple, les prénoms Liberté ou encore Floréal. Bon, ça n'a pas trop duré. À
quelques exceptions près, comme par exemple le prénom Rose. En 1803, Napoléon y met bon ordre en restreignant le choix aux prénoms en usage dans le calendrier ou à ceux de l'histoire ancienne. N'empêche, les usages se modifient. Au 19e siècle, on invente de nouveaux prénoms qui vont servir à individualiser les enfants. Chez les filles particulièrement, les anciens suffixes affectifs deviennent de véritables prénoms, comme Mariette, Marielle, Marine, ce qui n'est pas le cas chez les garçons, notons-le. On emprunte aussi aux pays étrangers, comme avec le prénom Maria. Le contrôle de l'État est de plus en plus fort. Avec l'école, la naissance des cartes d'identité, des banques et plus récemment la sécurité sociale, il est nécessaire d'avoir une identité fixe, un nom et un prénom qu'on utilise dans toutes les circonstances. Même si jusqu'au milieu du XXe siècle, il est fréquent de constater des différences entre l'identité administrative et les usages. On dispose souvent de plusieurs prénoms, dont un qui sert pour l'État et un autre pour le quotidien. Mais c'est pas du tout considéré comme un problème. Ces sortes de doubles prénoms s'expliquent par le refus des prénoms exubérants par les officiers d'état civil. Dans les années 1950-1960, cela crée d'ailleurs des polémiques car on refuse les prénoms basques ou bretons. À partir de 1966, ça se libéralise. On accepte désormais les prénoms qui étaient considérés comme étrangers, comme par exemple le prénom russe Nadine, et depuis 1993, la liberté est presque totale. Seule condition, le prénom ne doit pas être contraire aux intérêts de l'enfant. On sait par exemple que des prénoms comme Titeuf ont été interdits. La principale conséquence, c'est l'explosion du stock onomastique. En 2004, si 1235 prénoms suffisaient pour nommer 80% des enfants, les 20% restants portent 9000 prénoms différents. Mais Clio, est-ce qu'on est vraiment libre de son choix ? Et nous, les sociologues, se sont rendus compte qu'il existe des régularités. Certes, le prénom est considéré comme porteur de l'identité personnelle, puisque c'est le nom qui est le signe d'appartenance au groupe familial, mais le choix n'est pas aléatoire. Il obéit à des logiques de mode, mais aussi à des différences culturelles entre les milieux sociaux. Et pour le dire de façon très schématique, les enfants qui portent le nom Marcel ne sont pas souvent issus du même milieu social que les enfants qui s'appellent Kevin, par exemple. Et les recherches des sociologues se poursuivent encore. Qui appelle-t-on par son prénom ? Dans quelles circonstances ? On se rend compte en fait que ces usages sont en constante évolution. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère que le sujet vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, surtout n'hésitez pas. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et c'est nos vidéos. Tu peux aussi me suivre, enfin nous suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Et puis surtout, si tu as des questions ou des idées de vidéos, mets en commentaire, je te répondrai personnellement, c'est promis.